Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de fin d'études qui attendait d'objectiver l'intérêt de l'ostéopathie viscérale sur le symptôme de la constipation d'origine post-opératoire. Comme vous l'avez sûrement constaté, la constipation est un domaine en perpétuelle évolution. Il est considéré comme un symptôme plutôt qu'une maladie. Son origine est multifactorielle et peut devenir une constipation de type chronique selon certains critères et se diviser en organique, iatrogène ou fonctionnel qui va nous intéresser lors de l'étude et se diviser en normal, ralenti et distal. Ralenti donc dû à l'acte chirurgical. Sa prévalence en Europe est de l'ordre de 10 à 20%. C'est d'ailleurs des valeurs les plus souvent rencontrées vu que les études manquent de concordance dans les critères sélectionnés. Par contre, on tombe à une valeur de 3 à 5% si on parle de constipation chronique. Alors que dire d'une constipation chronique de type fonctionnel? De type fonctionnel, voire l'élément ralenti, et encore plus quand c'est de l'ordre chirurgical. Le ratio de la constipation femme-homme est de 2 à 3 pour 1. Son impact financier est conséquent dû à la consommation de médicaments, d'examens techniques, de consultations, voire d'arrêt de travail. Et donc aura pour conséquence une atteinte sur la qualité de la vie des personnes qui en sont répercutées. Les règles générales suivies sont à l'alimentaire, l'hygiène de vie, le postural, le sport, le probiotique, mais les preuves scientifiques sont faibles. Par contre, nous avons pas mal de thérapies qui essayent de soigner et de guérir ce type de constipation chronique, mais elles sont considérées comme palliatives car elles ne s'attaquent pas à l'étiologie du problème qui est le lieu de l'agression. Heureusement, l'acte chirurgical pour ce type de constipation est rare. Dans le cadre de cette étude, on retrouve 2 cas de néphrectomie, un cas bariatrique, 3 cas d'appendicectomie, 6 cas gynécologiques et principalement des césariennes, et 5 cas qui ont touché une zone proche du sigmoïde. On constate donc que la région hypogastrique et iliaque sont souvent les plus touchées dans les opérations altérant le transit intestinal. On constate également qu'on se tourne de plus en plus vers une chirurgie laparoscopique qui est devenue la thérapie de choix, non seulement d'un point de vue esthétique, mais également traumatique. Malgré tout, il y a une agression tissulaire des péritoines, des mésos et de tous les tissus avoisinants qui vont pouvoir créer une inflammation, un viscérospasme ou des adhérences qui vont altérer tout un phénomène loco-régional, comme nous le verrons ensuite. Cette agression tissulaire amène une hypoxie, c'est-à-dire une souffrance cellulaire, qui va perturber la perméabilité capillaire avec une hypersécrétion réflexe, qui va accumuler les liquides et les gaz, qui vont donc distendre et congestionner tous les tissus avoisinants, que ce soit la musculature lisse, cellulaire, voire toutes les structures avoisinantes, et donc en cas de récurrence, provoquer une dysfonction viscérale ostéopathique, et donc atteindre les modèles ostéopathiques, qu'ils soient fluidiques, neurologiques, métaboliques, biomécaniques, sur lesquels on va devoir agir, et jusqu'au comportemental, et donc la qualité de vie des personnes, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique, et leur approche sociétale. On peut imaginer que le cercle vicieux d'une hypoxie entretenue altère l'homéostasie locorégionale, ce qui va provoquer une altération progressive des amplitudes contractiles et des sécrétions muqueuses, ce qui a pour conséquence une diminution du péristaltisme et donc une augmentation du temps de déshydratation des selles, ce qui les rendra plus dures, amenant une défécation perturbée. Au vu de l'importance de l'impact des symptômes de la constipation chronique, l'objectif de l'étude était de démontrer l'efficience d'un traitement uniquement viscéral sur cette problématique précise, ainsi que l'élargissement du champ d'application de l'ostéopathie viscérale en vue de libérer les fonctions pour rétablir l'homéostasie structurelle cellulaire. L'échantillon de l'étude est constitué de 17 adultes âgés de 28 à 74 ans, dont 16 femmes d'une cinquantaine d'années et un homme de 74 ans. La majorité des cas furent des cas digestifs par rapport à des cas gynécologiques et urologiques qui ont été déterminés lors du diagnostic ostéopathique, comportant des techniques d'écoute, de palpation et des tests de mobilité sur le cadre colique et les mésos. Les critères d'inclusion des participants à l'étude étaient de présenter une constipation chronique selon les nouveaux critères de Rome 4 et l'échelle de Bristol, de type 1 et 2, d'avoir eu une chirurgie abdominale supérieure à 6 mois
et sans antécédent de constipation chronique antérieure, et être majeur et motivé. Un petit mot sur ces critères de Rome 4, établis en 2016 par les gastro-entérologues du monde entier, en vue d'établir le diagnostic de la constipation chronique afin d'améliorer une meilleure concordance dans les études cliniques futures. Pour que la constipation chronique soit considérée comme telle, les symptômes doivent être présents dans les 3 derniers mois avec une constipation établie depuis plus de 6 mois et présentant au moins 2 des 6 symptômes suivants. Moins de 3 défécations par semaine, dans plus de 25% des défécations des efforts poussés, des selles dures ou fragmentées, correspondant à l'échelle Bristol de type 1 et 2, une sensation d'évacuation incomplète, une sensation de blocage anorectal, une nécessité de manœuvre digitale pour faciliter l'évacuation. De plus, la présence de selles molles rares, dans moins de 25% des cas, et sans l'usage de laxatifs, pas assez de critères diagnostiques du syndrome de l'intestin irritable. Les critères d'exclusion de l'étude auraient été de présenter une constipation chronique d'origine organique non contrôlée et ou iatrogène, d'être une personne enceinte ou déficiente mentale, une présence de symptômes qui seraient neurovégétatifs douloureux, voire inflammatoires en relation avec le traitement, d'avoir une perte de poids qui serait injustifiée, de la température, de la rectorragie, des douleurs et ballonnements sévères, un symptôme nocturne, voire une utilisation récente d'antibiotiques. Le déroulement de l'étude s'est établi sur 5 visites, s'étalant sur 2 mois. La première visite comportait le document informatif, c'est un document d'accueil avec l'explication de l'étude, avec l'objectif et le déroulement. Un formulaire de consentement, le questionnaire patient avec les données administratives, l'anamnèse, ses antécédents, ainsi que les critères de Rome 4. L'explication sur les questionnaires PAC-COL et PAC-SIM utilisés dans l'étude, ainsi que l'approche ostéopathique avec un premier toucher par l'intermédiaire de l'écoute, la palpation et les tests de mobilité. De la deuxième à la quatrième visite, nous avons effectué les 3 traitements ostéopathiques qui s'étaient espacés de 2 à 3 semaines, et la 5e visite correspondait à la réponse au questionnaire 15 jours après le dernier traitement. Le traitement était constitué d'une partie diagnostique lors de la première visite afin de déterminer où se trouve la lésion viscérale ostéopathique. Elle était constituée d'une écoute, d'une palpation et des tests de mobilité au niveau du cadre colique ainsi que des mésos. La partie thérapeutique utilisait la technique d'inhibition, de mobilisation directe et de recall. Le tout selon les principes de la non-douleur et du primum non nocere. Le second serait de soigner évidemment les gens. L'analyse statistique a utilisé la moyenne et l'écart type afin de mettre en évidence les résultats obtenus. Il a utilisé le test de Cronbach-Alpha afin de voir la cohérence des regroupements d'items et a utilisé également le test des renseignées de Wilcoxon pour voir le taux de présomption, avec l'hypothèse H0 que le traitement ostéopathique n'a pas eu d'effet sur la constipation. En fonction des résultats du taux de présomption, on pourra avoir des résultats qui seront significatifs, très significatifs, à très hautement significatifs. Les résultats des questionnaires ont été mis en évidence sous forme de tableau et par domaine. Dans le cas présent, le cas du PAC-COL, on a étudié d'abord les symptômes physiques en T1, donc avant le premier traitement, dans une cohérence de groupe très bonne, avec dans le premier tableau les questions 1, 2, 3 et 4 de ce questionnaire qui concernent le ballonnement, la lourdeur, la gêne physique ou les fausses alertes. On constate dans les moyennes que nous avons affaire à un symptôme modéré dans l'échelle des valeurs de 0 à 4, ce qui nous emmène à ne constater aucun cas critique et nous distancier des caractéristiques du syndrome de l'intestin irritable. Dans la deuxième partie, dans le tableau T2, 15 jours après les 3 derniers traitements, nous avons une cohérence de groupe, regroupement d'items correct, et l'on constate dans ce tableau qu'il y a une diminution de la symptomatologie du patient, et ce de manière très hautement significative d'après le test de Wilcoxon. Nous pouvons observer ici le report global des moyennes du pré-traitement et du post-traitement pour le questionnaire PAC-COL. Ce regroupement en bâtonnet montre plus clairement les résultats obtenus avec des évolutions positives dans tous les domaines étudiés, mais moindres dans les domaines psychiques,
où on rencontre le stress, l'inquiétude, le rapprochement sociétal, auquel les femmes constituant l'essentiel de l'échantillon sont plus sujettes. On constate que la satisfaction est améliorée avec une meilleure fréquence, régularité et transit intestinal aboutissant à une satisfaction du traitement dans son ensemble. Dans ce report global des moyens de pré-traitement et post-traitement, c'est le cas du PACSIM. On y constate une diminution proche de la moitié des valeurs de départ. On peut noter l'évidence de la valeur des selles et dans une moindre mesure le symptôme abdominal, ce qui semble bien renouer de population avec le cadre colique agressé. Cette dernière augmente le temps de transit par réduction de la contractilité colique et des sécrétions muqueuses, accroissant le temps de déshydratation des selles. Dans ce chapitre discussion, et notamment de la population, on va parler de l'échantillon. En effet, 17 participants, c'est statistiquement suffisant, mais il serait quand même mieux d'en avoir une plus grande ampleur. Il faut quand même reconnaître que 3 à 5% des gens sont des constipés chroniques, mais que dire de la constipation chronique fonctionnelle, de celle à transit ralenti, avec un rajout d'une chirurgie, ce qui complique évidemment le recensement. Le ratio, de 2 à 3 femmes pour un homme constipé, et ici on passe à 16 femmes pour un homme, ce qui semblerait non représentatif. Mais on peut comparer ça à la ligne précédente qui parlait effectivement de complications et notamment qu'au niveau chirurgie abdominale, il y a l'aspect gynécologique et bariatrique qui est prédominant chez la femme. La médication, très largement répandue dans la population participante, mais sans constipation chronique avant l'opération, ni aggravation après la prise éventuelle de nouveaux médicaments. Mais on ne pourrait évidemment pas nier l'effet de la supplémentation possible après la chirurgie. Dans le questionnaire patient établissant les différents critères de Rome, j'ai constaté que seulement 6 cas sur 17 présentaient une fréquence de sel inférieure à 3 fois par semaine, ce qui est tout à fait différent de l'idée générale qu'on s'en fait et même de l'idée médicale qu'ils s'en font. 17 sur 17 avaient par contre des efforts de poussée et des sensations d'évacuation incomplètes. 15 sur 17 présentaient des selles dures, ce qui nous fait que 2 restaient en suspens. Par contre, quand on leur présente l'échelle de Bristol, ils se réfèrent au type 2, ce qui montre bien l'intérêt de corroborer avec d'autres moyens d'investigation. 11 sur 17 présentaient des blocages anorectaux, mais seulement une personne sur les 17 présentait une manœuvre digitale, réalité ou pudicité. Au sujet des questionnaires, ils sont établis, validés et utilisés dans de nombreuses études cliniques, mais sans investigation préalable d'une étude psychologique. Paramètre pourtant devenu indispensable dans l'algorithme de la constipation fonctionnelle, établi dans le Conseil de Rome évoqué en 2018, et ce avant toute autre investigation. En ce qui concerne le protocole, l'élaboration est importante, et principalement la première visite. On établit un aspect de confiance, de compréhension et une adhésion à l'étude. Dans un futur, l'étude pourrait être prolongée de 3 séances afin d'observer une éventuelle progression des résultats entre la 3e et la 6e séance. On pourrait également avoir une vue à plus long terme, par exemple à 6 mois, afin d'éventuellement observer un phénomène d'auto-guérison, voire une stabilité des résultats ou encore une régression. En ce qui concerne les résultats, on constate une amélioration de tous les items et ce pour les 2 questionnaires. Des taux de présomption très fortement significatifs, tout en relativisant ces valeurs avec les moyennes obtenues. Elle nous montre également l'efficacité des techniques viscérales utilisées sur l'étiologie, mais contraire au principe de globalité de l'ostéopathie. On pourrait y ajouter effectivement un complément structurel ou métamérique, en vue de voir effectivement si ça peut également améliorer les résultats finaux. On constate de toute façon une amélioration des fréquences, de la régularité et du transit, par une amélioration du péristaltisme modifié par le traitement. Pour agrandir ce cadre, on pourrait refaire le questionnaire patient en fin d'étude pour pouvoir comparer avec l'initial. En conclusion, on a vu que l'agression chirurgicale sur le tissu abdominal peut créer une dysfonction viscérale ostéopathique, avec des répercussions sur la qualité de vie par les différents symptômes de la constipation. Les techniques viscérales ostéopathiques ont montré une amélioration globale sur la qualité de vie
procurant une meilleure tolérance physique et mentale, œuvrant vers une meilleure approche sociétale. Le bilan final de cet article scientifique souligne l'impact positif de ce type de traitement sur l'échantillon ciblé, notamment par les nouveaux critères de Rome 4. Néanmoins, il pourrait s'améliorer par l'adjonction d'autres méthodes d'investigation, notamment une étude plus conséquente au niveau de l'approche psychologique, une échelle visuelle analogique proposant une vue sur la douleur plus précise, l'échelle EVA, un échantillon de plus grande ampleur, plus représentatif et plus cohérent, un traitement plus conséquent avec une vue à plus long terme, une étude avec un groupe placebo et ou randomisé. Avec tout cela, on pourrait confirmer avec certitude que l'ostéopathie viscérale n'est pas une solution palliative, mais définitive pour ce type de constipation. Merci de votre écoute.